Bien, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'accueillir, au nom de l'École des Chartes et en votre nom à tous, mon ami Florian Schaffenrath de l'Université d'Innsbruck. Florian est professeur à Innsbruck depuis 2014. Il s'est formé en philologie classique dans les universités de Heidelberg, de Sienne et d'Innsbruck. Et il est spécialiste de littérature néo-latine, notamment de la poésie épique latine des XVIe et des XVIIe siècles. Sa thèse de doctorat portait sur l'épopée Columbus du jésuite Ubertino Carrara, publiée en 1715, célébration de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, comme son nom l'indique. Et en 2014, pour son habilitation, il est revenu à des thèmes plus classiques avec les Philippiques de Cicéron. C'est la tradition germanique que de ne pas poursuivre toujours sur la même voie, mais de montrer qu'on est capable de maîtriser des domaines différents. Florian est également directeur de l'Institut Ludwig Boltzmann d'études néo-latines, qui est un vaste programme de recherche temporaire consacré à la littérature latine de l'époque moderne. Il serait fort long de détailler la liste de ces publications. Je retiendrai simplement deux titres récents qui ont fait du bruit et connu le succès. Le volume collectif qu'il a co-dirigé avec Marc Laurès, avec Virginie Leroux, très honorablement connue dans ses murs, et Stéphane Tilk, sur Charles Quint dans la littérature néo-latine, publié en 2022. Un ouvrage exceptionnel à tout point de vue, je dois dire, qui m'a profondément marqué et qui rejoint en grande partie les préoccupations de l'École des Chartes, avec ce double intérêt pour la philologie, les textes et langues anciennes d'une part, et les sources historiques d'autre part, l'étude des concepts politiques. Et puis un ouvrage que nos confrères de la bibliothèque de l'École des Chartes nous ont fait l'amitié de sortir pour l'occasion, un volume collectif que Florian Schaffenrath a co-dirigé avec Alexander Winkler, donc je vous donne le titre en anglais, Neo-Latin and the Vernaculars, sur les rapports entre langue latine et langue vernaculaire, entre texte latin et texte vernaculaire. C'est un ouvrage qui me semble parfaitement fondamental pour l'étude de la littérature de l'époque moderne. Florian et moi, nous sommes connus à l'Accademia Latinitatis Fauendae, où nous avons été reçus la même année à Rome. Nous sommes donc camarades de baptême, d'une certaine manière. Et il y a quelques mois, Florian m'a écrit pour me proposer une collaboration entre l'École des Chartes et l'Université d'Innsbruck, autour d'un programme de recherche qui est encore en gestation, mais dont les dernières nouvelles sont plutôt bonnes. Et donc, je me suis dit que... alors, j'ai répondu évidemment avec enthousiasme, mais je me suis dit aussi qu'on pouvait prendre les devants et débuter cette collaboration plus tôt que prévu. Ça a été l'origine de cette invitation. En préparant cette séance, je me suis rendu compte qu'en fait, nos centres d'intérêt convergeaient très fortement, plus encore que je ne le pensais. Florian est un grand spécialiste de poésie épique et l'épopée est un genre particulièrement étudié dans la maison. Je consacre un semestre entier d'enseignement à l'histoire de l'épopée latine en deuxième année. Donc,
les deux conférences que Florian va faire entrent en consonance avec le programme des cours. Et puis par ailleurs, l'intérêt de Florian pour la littérature jésuite rejoint aussi les intérêts d'une petite école très dynamique à l'école des Chartes depuis une dizaine d'années, qui s'intéresse à la littérature jésuite. Il y a plusieurs thèses d'école des Chartes en cours ou soutenues sur des auteurs jésuites des XVIIe, XVIIIe siècles, et même une thèse de doctorat qui sera bientôt soutenue, d'ailleurs sur un jésuite allemand, Masenius, une thèse qui devrait arriver bientôt à soutenance, celle de Clément Zajac. Florian, je le disais tout à l'heure, interviendra 2 fois ce soir, mais aussi lundi prochain, 11 mars, dans le cadre de mon séminaire de littérature latine, où il parlera de la Raeteis, la Rétéide, dirions-nous en français, une épopée donc sur la Rétie, cette petite province de l'Empire romain qui correspond peu ou prou à la Suisse et à l'Autriche. Donc une épopée de l'humaniste suisse Simon Lemnius, auteur d'un poème sur la guerre que les Suisses ont menée contre les Tyroliens en 1499, avec un éloge surprenant de l'empereur Maximilien de Habsbourg. Cette séance est destinée prioritairement aux élèves de l'école des Chartes, mais toute personne qui serait intéressée peut la rejoindre lundi prochain à 18h. Mais pour l'heure, Florian va nous parler d'un autre texte épique latin, la Viennis, on dirait la Viennide en français, donc épopée sur le siège de Vienne, le second siège de Vienne, celui de 1683, un poème qui est dû à un homme qui se présente comme Johannes Damascenus, Jean Damascène, mais qui n'a rien à voir avec le père de l'Église. C'est le nom de scène, si je puis dire, ou le nom de plume, du piariste Jan Kalinski. Avec un thème comme celui-ci, vous l'avez compris, on est vraiment au cœur des préoccupations de l'école des Chartes. Travail sur le texte, travail sur les sources, travaille aussi sur la stylisation des faits historiques dans des textes qui ne sont pas des sources primaires, mais des sources secondaires. Mais on est là aussi au cœur du travail d'historien, c'est-à-dire savoir décrypter des textes qui ne se veulent pas des sources purement informatives, mais qui peuvent être aussi des textes célébratifs et des textes esthétiques, à vrai dire. Voilà, j'en ai suffisamment dit. Ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter. Cher Florian, tu as la parole et nous t'écoutons les oreilles grandes ouvertes. Merci infiniment. Merci beaucoup, cher François. Merci beaucoup pour cette introduction trop gentil. Merci à vous tous et à vous toutes pour être venus. Normalement, comme néo-latiniste, quand il y a plus de 5 personnes dans une salle, j'ai peur. Alors, merci beaucoup pour cette grande impression que vous faites. Avant de commencer, je tiens à remercier l'École nationale des Chartes et plus particulièrement François Ploton-Nicolet de m'avoir donné la merveilleuse occasion de venir à Paris pour donner cette conférence. J'en suis très heureux et je vais profiter de l'occasion pour visiter quelques bibliothèques et je visiterai également quelques musées. Et bien qu'il y ait beaucoup de musées ici à Paris, je ne peux pas voir celui qui m'intéresserait particulièrement, à savoir le musée des œuvres d'art ekphrastique de la poésie épique. Mais dans mon esprit, ce musée existe déjà. Ce musée comprend plusieurs salles d'exposition sur 3 étages et il est organisé de manière chronologique. Au rez-de-chaussée, la première salle est consacrée à l'épopée grecque archaïque. On y voit l'armure d'Agamemnon, la fibule d'Ulysse et au centre de la salle, placé face à face, le bouclier d'Achille de l'Iliade et le bouclier d'Héraclès de l'Aspis. La deuxième salle est consacrée à la poésie grecque hellénistique.
On y voit surtout le manteau de Jason et la corbeille de robe de Moschus. En montant au premier étage, nous sommes entrés dans la littérature romaine. Après une petite salle d'entrée, où l'on peut voir la couverture nuptiale de Catulle, 64, une salle entière appartient à l'Énéide. Nous y voyons les images du temple de Carthage, les portes du temple d'Apollon de Cume, et à nouveau au centre de la salle, le bouclier d'Énée et l'armure de Pallas. Si nous poursuivions ici, nous pourrions voir des tapis, des portées de temples, des cratères tirés d'Ovide, de Valerius Flaccus et d'autres classiques. Mais nous avons découvert, assez caché, un petit escalier qui nous mène au deuxième étage. Là, une immense pièce est encombrée d'une infinité d'objets. Et nous reconnaissons qu'il s'agit d'œuvres d'art ekphrastique de l'épopée néolatine. On se promène et on voit le manteau de Sigismondo Malatesta triomphant de la Hespéris de Basigno et le char triomphal du Christ de Sannazaro de son épopée des Partu Virginis. Tout au fond de la pièce, une vitrine poussiéreuse attire notre attention car deux pièces y sont présentées ensemble. Une tapisserie de grande valeur et un livre ouvert. Un panneau nous indique qu'il s'agit d'une ekphrasis tirée de l'épopée viennis de la Viennide, publiée en 1717 par Jan Kalinski sur la deuxième siège de Vienne. Et j'aimerais vous en dire plus sur cette vitrine. Vous voyez ici la page de titre de la Viennis, de la Viennide, qui est un représentant typique d'une épopée baroque néolatine. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, de nombreuses épopées néolatines ont été écrites, même si l'époque de leur apogée était déjà révolue. Ce sont surtout des épopées historiques contemporaines. Par exemple, l'anonyme Thérésias, 1746, sur le règne de l'impératrice Marie-Thérèse en Autriche. Comme autrichien, je dois le dire, mais il y a aussi des autres exemplaires, des autres textes de toute l'Europe. Pour la première fois, à cette époque, les métamorphoses d'Ovide ont également été imitées au niveau macrostructurel. Par exemple, Petrus Scheeth, Metamorphoses Hungariae, Trnava, 1716. L'épopée sur Colombe, déjà populaire auparavant, fut poursuivie, Carrara, 1715, Miquel, 1730. L'épopée religieuse se poursuivit également, parfois sous des perspectives étonnement nouvelles. Emmanuel Jesus de Oliveira Ferreira raconte dans son Poema Epicum De Conceptione Beatae Mariae, Coimbra 1749, la vie de la Vierge Marie du point de vue de la Vierge encore à naître dans le ventre de Sainte Anne. Le poème didactique était toujours très populaire. Je ne citerai que le Spinus de Jacques de Beuville, Arras, 1708, un poème didactique sur les Canaries. Et il y eut aussi des expériences littéraires intéressantes, comme la réécriture du De Partu Virginis de Sannazaro, Trento, 1744, en contournant résolument le modèle littéraire. Dans ma collection personnelle d'épopées néolatines, certainement incomplète, je compte plus de 120 titres de ces 50 années, un chiffre qui témoigne de la popularité toujours aussi grande de ce genre. Un dernier indice de la popularité du genre qui a ensuite fortement décliné au tournant du XVIIIe et XIXe siècle. Un dernier indice est le nombre des tentatives différentes pour transformer le roman de Fénelon, Les Aventures de Télémaque, publié en 1699, en une épopée latine conforme aux règles. Bon, si nous nous penchons maintenant sur une épopée datant de 1717, il ne s'agit donc pas d'un produit littéraire complètement hors du temps,
ni d'un épigone tardif d'un genre important bien plus tôt, mais d'une contribution sérieuse au débat littéraire de son époque. Le titre détaillé de la Viennide fournit les principales données de référence pour la compréhension du texte. Et vous le voyez ici, et vous l'avez aussi comme le texte, c'est le premier texte sur votre dossier. Viennis memorabili turcarum obsidione, etc., etc. Épopée sur Vienne, sur le mémorable siège des Turcs, par le plus heureux règne de Léopold Ier, par l'excellente victoire de Jean III, par le secours des princes de l'Empire, par la bravoure des princes et des nobles polonais, et par la ruine de l'Asie, elle est pleine d'honneur. Dédiée au plus sérénissime et au plus excellent des seigneurs, le sieur Jean, comte de Koniecpolski et Brody, voïvode de Sieradz, qui s'est beaucoup distingué comme acteur du théâtre de guerre de ce même siège de Vienne. Consacré par la servile muse de Jean Damascenus de Matterdey, prêtre de l'ordre des piaristes. Essayons de classer progressivement les informations très denses qui nous sont proposées ici. L'épopée raconte en 12 livres l'histoire du deuxième siège de Vienne par les Turcs en 1643, en mettant l'accent sur la bravoure de l'armée de secours polonaise, dirigée par le roi Jean III Sobieski. Le premier livre décrit rapidement la situation de départ. Les Turcs ont progressé jusqu'à Vienne. L'empereur Léopold Ier a quitté la ville avant que le siège ne commence. Et maintenant, les livres 2 à 10 décrivent les étapes par lesquelles le roi Sobieski est parti à la rescousse. Le livre 2 rassemble l'armée à Cracovie. Le livre 3 voit Sobieski marcher jusqu'à Olomouc. Le livre 4 jusqu'à Stetteldorf. Vous le voyez ici sur cette carte. Le livre 9 lui fait traverser le Danube et le livre 10 lui permet d'atteindre Vienne. Nous reviendrons sur les livres omis ici. Tout le 11e livre est consacré à la bataille de Vienne, à l'issue de laquelle les Turcs prennent la fuite. Et dans le 12e livre, les troupes germano-polonaises poursuivent les Turcs et les battent à nouveau à la bataille de Parkani. Bon. L'auteur. L'auteur de la Viennis est Jan Kalinski. Il est né en 1664 à Sompolinek, dans le centre-ouest de la Pologne. Après avoir fait ses études chez les piaristes, il est lui-même entré dans cet ordre et a pris le nom religieux de Damascenus. Après ses études, il a d'abord été enseignant dans différentes écoles, puis prédicateur à la cour et enfin recteur du collège piariste de Dobrovica. Il est décédé en 1726. Outre son œuvre épique principale, la Viennide, qui est au centre de cette conférence, d'autres poèmes sont sortis de sa plume. Par exemple, le recueil d'élégies Erimantus in Helicone, vous avez les titres ici, Erimantus in Helicone, ou les poèmes lyriques Zodiacus Caelis Armatici 1715. Et il nous reste également de lui des sermons et un drame, un théâtre Prodigium Virtutis Heroicae Alexander Magnus, ainsi qu'un manuel complet de rhétorique. Atomi minores insidera eloquentiae. La dédicace. Le poème est dédié à Jan Alexander Koniecpolski, le dernier descendant de l'influente famille noble Koniecpolski. C'était un homme puissant qui a occupé de nombreuses fonctions politiques, notamment celle de voïvode de Bratslav et de Sieradz. La dédicace du poème ne figure pas seulement en bonne place sur la page de titre, vous l'avez vu, Excellenissimo Domino Domino Ioanni Comiti, etc., etc., mais se reflète également dans un nombre imposant de paratextes qui précèdent la Viennide.
une épigramme sur les armoires de la maison Koniecpolski, un long poème polymétrique adressé aux dédicataires, et ça commence par Illustrissime Domine. Après, une inscription pseudo-épographique, Sta Viator, etc. Et un poème hexamétrique, tous dédiés. Et maintenant, il vient Ex profundissimo cultu de victissimi servi Johannis Damascheni a Matre Dei Scholarum Piarum. Alors, il est très servile ici. Dans la Viennide elle-même, Koniecpolski est mentionné et décrit en détail dans le grand catalogue des troupes polonaises du 9e livre. On y voit sa mère inquiète, elle s'appelle Konstancja Stanisławska, sa mère ne voulait autrefois pas le laisser partir à la guerre, mais son père, Christophe, l'a finalement laissé partir. Dans le catalogue, le père prononce un discours dans lequel il dévoile ses attentes pour son fils parti à la guerre et prie Dieu pour son retour en bonne santé. Lorsque Koniecpolski part au combat en 1683, il lui faudra encore attendre 27 ans avant de devenir voïvode de Sieradz en 1710. Pourtant, cette haute fonction est déjà mentionnée de manière prémonitoire dans le catalogue. Enfin, il est frappant de constater que c'est précisément dans ce passage du catalogue, dédié aux dédicataires du poème, qu'il y a une abondance de formules d'appel à la deuxième personne du singulier, te, tu, tibi, etc., etc., pour adresser le dédicataire. Quelques particularités. La Viennide est à bien des égards une épopée néolatine typique du XVIIIe siècle, avec son étroite imitation de la versification linguistique et de la macrostructure, vous l'avez vu, 12 livres, de la macrostructure de l'Énéide, la composition des livres, etc., etc. D'un autre côté, on pourrait tout à fait souligner les particularités qui distinguent ce poème des autres de son genre. Il serait par exemple intéressant de parler des comparaisons dans la Viennide, des paraboles. Non seulement il y a 134 comparaisons sur un total de 10 171 vers, de plus, toutes les comparaisons sont très longues et détaillées, presque aucune n'a moins de 7 vers. Mais je ne peux pas parler de cela aujourd'hui, ni, malheureusement, d'une particularité de la technique d'imprimerie. Tous les versets qui peuvent être lus comme des phrases, comme des sententiae, et qui contiennent un message général et intemporel, sont en italique, de sorte qu'une lecture morale et une lecture indépendante du thème de l'épopée serait possible. Mais ce n'est pas non plus de cela qu'il s'agit maintenant, car je souhaite me tourner vers les récits insérés dans le récit central. Le héros de l'épopée, le roi polonais Sobieski, lui, il est difficile à divertir. Il tombe un jour sur un vieil homme nommé Silesus, qui lui raconte, nomen est omen, Silesus, qui lui raconte la préhistoire de la Silésie. La situation narrative n'est pas axée sur le suspense, puisque le roi est au lit. Et c'est le texte numéro 2 dans votre handout, dans votre dossier. Et je ne vous donne pas une traduction, je n'ose pas vous donner une traduction française. Vous voyez que mon français n'est pas tellement bon. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il s'agit ici. En Autriche, quand il s'agit des traductions, il y a deux oppositions. Il y a les personnes de l'un côté qui disent non, la traduction doit s'orienter au texte latin, on doit essayer d'imiter le latin en ce qui concerne la grammaire, la structure et tout cela. Et il y a les autres qui disent non, il faut faire une traduction très libre, très belle, et vous savez bien, quand elles sont belles, elles sont infidèles. C'est pourquoi, et je ne sais pas quelle est la préférence ici de la maison, de l'école, et pour ça je vous donne seulement une paraphrase du contenu du texte. Alors, texte numéro 2, et vous pouvez
pouvez contrôler ce que je dis. Le texte numéro 2, au plus profond de la nuit, il était allongé sur son lit, mais ne trouvait pas le sommeil. Soudain, il vit un vieil homme. Sobieski lui demande son âge de manière assez cavalière, ou peut-être de manière très directe, le jugeant très vieux. Texte numéro 3. Quel âge as-tu, vénérable vieillard? Combien d'empereurs as-tu connu depuis ta naissance? Tu es certainement aussi vieux que Nestor. Je le reconnais à tes cheveux gris. Silésus lui raconte alors l'histoire de sa patrie, qui faisait à l'origine partie de la Pologne. Silésus se réfère à son père qui l'aurait lui-même entendu de son grand-père. Lorsque Silésus a terminé la première partie de son récit et qu'il veut passer à un autre sujet, il remarque que son auditeur s'est endormi. Texte numéro 4 sur votre dossier. Puis le roi, seigneur de Silésie, se coucha à son tour et ferma les yeux pour dormir. Le vieil homme voulut lui en raconter davantage, mais il se retira doucement pour ne pas réveiller le roi. Dans l'ensemble, ce passage de l'épopée n'est pas très long. Après un peu plus de 60 vers, il arrive déjà à sa fin. La fin du récit est représentée de manière sensorielle par le roi endormi, dont le narrateur se retire pour ne pas perturber son sommeil. En tant que narrateur ou même en tant qu'interprète de ce qu'il a raconté, Silésus a échoué. Un récit de la Viennide nettement plus long nous conduit au château de Juliusburg, dans la commune de Stetteldorf. Depuis sa construction à la fin du XVIe siècle, il était le siège de la famille des comtes de Hardegg. Vous le voyez ici. Une gravure de Georg Matthäus Fischer montre le château dans sa forme vers 1670. À l'époque qui nous intéresse, le propriétaire du château était Julius III, comte de Hardegg. C'est dans ce château et chez ce châtelain que le héros de la Viennide, le roi Sobieski, se rend à la fin du 4e livre. Cette visite est le prétexte à la description d'une somptueuse tapisserie. Et c'est le long texte 5 sur votre dossier. Et je ne vais pas lire et traduire tout le texte, seulement les passages en gras qui sont importants. Fulget acu paries pictus. Vous le voyez, cette somptueuse tapisserie déjà au commencement. Le contenu de ce que l'on voit sur ce tapis est largement diffusé. Il est tout d'abord précisé de manière générale qu'il s'agit d'œuvres d'art de grande valeur, 840 à 44. Les thèmes présentés sont des guerres menées soit à l'intérieur de l'Empire, soit à l'extérieur par l'empereur, 44-47. Ensuite, l'accent est à nouveau mis sur l'observateur, c'est-à-dire le roi Sobieski qui observe attentivement les différentes tapis, 47 jusqu'à 50. Le modèle facilement reconnaissable de ce passage est la description du palais de Didon dans le premier livre de l'Énéide de Virgile. On y trouve de nombreux liens intertextuels et vous le voyez ici. Alors, domus splendida, domus splendet, instruitur, instruxit, laborata et labor, et à la fin, series longissima rerum et series pulcherrima rerum. Mais la description prend une autre tournure chez Damascenus. Le roi regarde les tapisseries, lumine percurrens, vous l'avez dans le texte, et se fait critique d'art. Laudat, praelia laudat. Il examine avec une attention particulière un tapis spécial consacré à un épisode particulier de l'histoire hongroise. Ce sont les vers 851 jusqu'à 62. Sous Imre Tököli, la conspiration des magnats hongrois
dans laquelle le père de Tököli était déjà impliqué, a été relancée à partir de 1678. Les nobles hongrois se sont soulevés contre la domination des Habsbourg et leur attachement implacable au catholicisme. L'empereur Léopold a d'abord tenté de satisfaire les nobles rebelles en leur offrant des cadeaux et des privilèges. Mais cette démarche n'ayant pas porté des fruits, des combats ont eu lieu au cours desquels les insurgés, connus sous le nom de Kurutzen, ont d'abord remporté de grands succès. Tököli se rangea ensuite aux côtés des Turcs lors du siège de Vienne. Sobieski parvient à décrypter dans les grandes lignes le contenu du tapis, mais de nombreuses questions restent sans réponse pour lui. Et vous l'avez dans le texte « Tum cuius symbola pugnae, quod caput exiti », etc., etc. Ensuite, le roi de Pologne a voulu savoir quels étendards étaient visibles ici, comment l'affaire s'était terminée, qui avait durement frappé les troupes de l'empereur, et il demande des détails. Le comte Hardegg se propose d'expliquer le tableau au roi. Le tapis montre l'origine de la révolte en Hongrie. On y voit 3 personnages concrets, Tökélius, Petrocius et Veselinus, les chefs de la révolte. Les explications de Hardegg sont toutefois très succinctes et se terminent après 9 vers. Toute l'ekphrasis de la tapisserie est ici éteinte. Et comme elle ne s'étend que de 840 à 874, elle est remarquablement courte si l'on compare, par exemple, au grand modèle littéraire, l'ekphrasis des images du temple de Carthage, que Aîné admire. Mais cette impression est trompeuse, car la description des tapis n'est que l'accroche, n'est que l'occasion d'un passage beaucoup plus important qui surpasse tout ce qui a été fait auparavant et qui est accroché à un codex, à un livre. Le comte Hardegg apporte un livre à Sobieski et lui indique qu'il y trouvera tous les éléments historiques dont il a besoin pour comprendre le tapis dont nous venons de parler brièvement. C'est le texte 6 sur votre handout. Si tu peux faire une pause dans tes tâches importantes, ce livre t'expliquera tout. Un poète impérial l'a consacré à la cour latine. Le comte est bien conscient que l'insertion du contenu de ce codex, de ce livre, représente une certaine interruption, il parle de mora ici, pour Sobieski sur son chemin vers Vienne, mais aussi pour le lecteur sur son chemin à travers la Viennide. Mais Sobieski se montre immédiatement enthousiaste et il est décrit comme un ami des muses qui se retire pour lire. C'est le texte numéro 7 sur votre handout. Le roi se réjouit de ce cadeau des muses. Autrefois, il étudia la littérature de tout son cœur. Lorsque sa fonction le lui permettait, il prêtait une oreille attentive aux discours savants. Il se retirait pour savouer les idées du poète et le récit, loin de l'agitation. Le livre était rédigé dans le vers suivant, et cette lecture du roi, préparée ici de manière si imagée, s'étendra sur plusieurs livres de l'épopée. Ce n'est qu'au début du 9e livre que le roi pose le livre au milieu de la nuit et tire les leçons de ce qu'il a lu. C'est le texte numéro 8. Dans votre dossier « In mediam tristis pluviosa quecuntia noctem », etc. À minuit, la lune brillait tristement dans le ciel et l'on voulait aux Polonais d'avoir voulu faire périr les Turcs. Le roi de Pologne, captivé par les nouvelles du livre, en considérait
tous les détails avec vigilance. Qu'est-ce qui, après une longue lecture, lui a donné tant de fils à retordre? Le contenu de ce livre, qui compte tout de même 2410 vers dans la Viennide, traite d'un épisode de la rébellion que nous venons d'évoquer brièvement. Les souverains des Habsbourg ont dû lutter pendant une longue période contre différents nobles hongrois, souvent inclins au protestantisme. La première phase de ces combats est entrée dans l'histoire sous le slogan de la conjuration des Magnat. Le protagoniste de l'Ekphrasis dans la Viennide, le comte Tököly, était encore un enfant lorsque son père, le comte Stefan Tököly, un important chef de la conjuration des Magnat, est venu à la mort. En 1678, les insurgés hongrois élisent Tököly à leur tête. En peu de temps, il parvient à prendre le contrôle de vastes régions du pays, de la Slovaquie et de la Moravie. Le 15 juin 1681, il épousa Ilona ou Helena Zrínyi, dont le père, Péter Zrínyi, avait joué un rôle de premier plan dans la conjuration des Magnat et avait été exécuté à Vienne. Ilona, elle était veuve au moment du mariage. Elle avait épousé en premières noces François Rákóczi. Sur la scène politique, Tököly a essayé de gagner les Français et les Turcs comme alliés. En 1681, le sultan l'a nommé roi de Haute-Hongrie. Et dans ce contexte, il est compréhensible qu'il ait également soutenu les Turcs lors du siège de Vienne en 1683. La dernière information donnée à ce sujet dans l'Ekphrasis de la Viennide est le projet de l'empereur Léopold d'envoyer le comte Karl von Waldstein en Pologne en tant qu'ambassadeur afin qu'il y demande un soutien militaire. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte et je suis sûr que chacun d'entre vous a déjà trouvé de nombreux points de référence à d'autres textes et à des propres intérêts. Moi, j'aimerais aborder au moins brièvement les thèmes de la séquence narrative, de la source, des dieux, de l'amour et de la prolepse. La question de savoir pourquoi cette ekphrasis s'interrompt justement ici avec un épisode plutôt insignifiant du début de l'année 60-43 peut s'expliquer par la macrostructure de la Viennide. Dans de nombreuses épopées historiques, il est courant que le premier livre décrive de manière plus ou moins détaillée les causae, les causes d'un conflit décrit. Dans la Viennis, cela est explicitement omis. Il dit exactement « je ne veux pas faire ça ». Sans trop se soucier de la préhistoire, le récit commence après le poème, par l'invasion de l'Europe par les Turcs. C'est le texte numéro 9. Sur votre handout, numéro 9. Ortus inocidum se iam transfuderat orbem, Europae quasiam ferventibus intulit armis. Et leur avancée jusqu'à Vienne, totique Viennam accelerat niso. Ainsi, après un bref récit, on atteint déjà la situation initiale du deuxième siège de Vienne qui a commencé le 14 juillet 1643. Non, 83, pardon. La longue ekphrasis des livres 5 à 8 fournit au moins une partie des causae et des causes qui ont conduit à cette situation, à savoir les développements en Hongrie. Elle décrit comment les insurgés se sont regroupés autour de Tököly et ce que l'empereur a entrepris pour mettre fin à la révolte. Finalement, Léopold dut se rendre à l'évidence que toutes ces actions n'auraient pas le succès escompté et il envoie quelqu'un en Pologne pour demander de l'aide. Si, à la fin de l'ekphrasis, le comte Waldstein est envoyé en Pologne, cela correspond exactement au début du récit dans le deuxième livre.
C'est en effet ce même comte de Waldstein qui y rencontre le roi Sobieski avec le nonce du pape pour l'inciter à soutenir l'empereur. Celui qui ne s'intéresse qu'à un déroulement chronologiquement correct de l'histoire pourrait placer les livres 5 à 8 avant le livre 2 et il obtiendrait ainsi un récit sans faille. Une question moins intéressante, mais qu'il convient tout de même de se poser brièvement, est la suivante. Ce codex, ce livre que Sobieski lit au château de Juliusburg, a-t-il réellement existé? En recherchant les biographies pertinentes de Tököli, dont Damascenus disposait à l'époque de la rédaction de la Viennide, on tombe rapidement sur l'ouvrage Histoire d'Émeric, comte de Tekeli ou Mémoire pour servir à sa vie, Cologne 1694, de Jean Leclerc. Mais si l'on y lit le chapitre dont le contenu coïncide avec les événements décrits dans la Viennide, il devient vite évident que Damascenus poursuit une toute autre direction. Aucun des récits des événements hongrois disponibles avant 1717 ne poursuit, même de loin, le même objectif que le codex, que le livre que lit le roi Sobieski. En quoi consiste cette particularité ? Chaque épopée néo-latine s'inscrit dans la tradition des grands modèles antiques, Homère, Virgile, etc., en reprenant certains éléments et en les développant le cas échéant. Dans le cadre d'un grand projet de recherche, Christiane Reitz à Potsdam a étudié il y a quelques années ces formes de construction épiques, épische Bauformen était le titre, et les a présentées dans une monographie monumentale en plusieurs volumes. L'une de ces formes de construction épique est l'appareil des dieux, le Götterapparat, qui est constitutif d'une épopée. Cet élément n'était pas sans poser problème. Lucan a renoncé à l'utilisation des dieux dans sa Pharsale, ce qui lui a immédiatement valu le reproche de ne pas être un poète, mais un historiographe. Pour le début des temps modernes, un problème particulier s'est posé. La coexistence de puissances païennes et chrétiennes est-elle admissible ? Cela a parfois donné lieu à des violentes critiques à l'encontre des poètes chrétiens qui osaient néanmoins faire apparaître les dieux païens dans leurs œuvres. Au XVIIIe siècle, cette discussion était terminée et plus personne ne s'offusquait de voir des puissances célestes comme Bacchus ou Vénus faire leur apparition. Des puissances surhumaines apparaissent tout au long de la Viennide, qu'elles aient une connotation païenne ou chrétienne. Dans le premier livre, il s'agit uniquement de puissances chrétiennes. Lorsque Religio, dans le ciel, s'adresse à Dieu le Père, inquiète pour son protégé Léopold, elle imite la scène du premier livre de l'Énéide, dans laquelle Vénus s'adresse à Jupiter en quête d'aide. Dans les autres livres de la Viennide, les dieux païennes apparaissent surtout dans les scènes à comprendre de manière métonymique. Si une victoire est remportée, c'est Victoria qui la raconte. Si une rumeur se répand, c'est Fama qui travaille. Et si la bataille s'inflamme, c'est Mars qui se déchaîne. Ces mentions, pour la plupart plutôt brèves, prennent une toute autre dimension dans l'ekphrasis des livres 5 à 8. L'action des dieux y est développée et décrite avec beaucoup plus d'attention aux détails. Les cadeaux que l'empereur Léopold fait confectionner pour se réconcilier avec les nobles hongrois sont commandés par la furie Tisiphone à Vulcain, qui les empoisonne en secret.
L'empereur fait donner à son fils Joseph, qu'il veut faire roi d'Hongrie, dès son plus jeune âge, une formation complète par Pallas, qui développe pour son élève un véritable miroir des princes. Et l'action des dieux devient particulièrement dramatique au livre 7. Le dieu du mariage, Hyménéus, s'adresse à Vénus pour préparer l'union entre le comte Thököly et Helena Zyrigny, ce qu'ils réussissent à faire. Mais en même temps, le poison de la furie, le poison de la Tisiphone commence déjà à agir et à combattre les forces positives de l'amour. Damascenus utilise donc précisément ce récit inséré, c'est-à-dire l'ekphrasis du codex que Sobieski lit au château de Juliusburg, pour renforcer et pour dramatiser l'appareil des dieux païens. Il peut y faire apparaître toutes les figures de l'Olympe païen de manière plus libre et non maîtrisée, alors que dans le reste de l'œuvre, il doit toujours veiller à ce qu'une lecture métonymique du passage soit donnée. Prochain point, à l'amour. Il y a 10 ans, Ludwig Braun, professeur de philologie classique de Würzburg, s'est posé la question dans un article de synthèse fondamentale, Warum gibt es im neulateinischen Epos keine Liebe? Pourquoi n'y a-t-il pas d'amour dans l'épopée néo-latine? Il s'y demande pourquoi la grande histoire d'amour que Virgile nous présente, surtout dans le livre 4 de l'Énéide, a été si rarement, voire jamais, imitée, et il l'explique notamment par l'empreinte chrétienne de la plupart des auteurs qui ont composé une épopée néo-latine. Damascenus ne propose pas non plus d'intrigue amoureuse dans la trame narrative principale de son épopée. Le roi Sobieski peut se concentrer entièrement sur sa tâche principale, libérer Vienne assiégée par les Turcs. Il n'est pas distrait par les tentations d'une autre Didon. Mais le long intermède des livres 5 à 8 donne à Damascenus la possibilité d'insérer malgré tout une histoire d'amour qui se déroule en contraste frappant avec la relation entre Énée et Didon. Dans le 7e livre, Hyménée est en route pour Thököly, afin de préparer le mariage entre ce dernier et Ilona, une catholique convaincue. Lorsque Vénus le rencontre, elle se plaint de ne pas avoir été consultée sur cette importante question amoureuse. Lorsque Hyménée lui explique le contexte, elle promet son aide et elle se rend auprès de la fiancée, tandis qu'Hyménée se rend chez Thököly, lui annonce son mariage et lui remet des cadeaux de l'empereur Léopold. Le mariage est préparé et après la messe, il y a un banquet décrit en détail. Un passage central de la description de cette histoire d'amour est la description des deux fiancés. Tout d'abord, la beauté de Helena est soulignée. Elle se distingue parmi toutes les femmes comme la lune brille plus fort que les étoiles. Et ce n'est pas seulement son apparence qui est belle, mais aussi son allure et son langage. Si, à l'époque du jugement de Paris, elle avait été placée aux côtés de Junon, Minerve et Vénus, Paris lui aurait donné le prix. Mais l'époux est également considéré comme particulièrement beau, pulcher et ipse. Bien sûr, les vertus guerrières s'ajoutent à cela. Damascenus intègre donc dans cette ekphrasis une grande histoire d'amour épique qui lie un héros guerrière à une femme qui veut l'orienter dans une certaine direction. Ici, Thököly doit concrètement être réconcilié avec l'empereur et avec la foi catholique par Helena. Si l'on considère le grand modèle littéraire, Énée chez Didon à Carthage, on constate de grandes similitudes et de grands contrastes. Ici, la femme
a une connotation positive, tandis que le héros est secrètement poussé par la furie participhone. Dans l'Énéide, l'histoire d'amour a un effet retardeur et empêcherait même d'atteindre le véritable grand objectif. Dans la Viennisse, cette relation pourrait permettre au conflit de trouver une fin heureuse. Considérons pour finir un autre élément de cette ekphrasis. Damascenus était conscient d'une certaine caractéristique des ekphrases dans l'épopée. Pour nous aujourd'hui, Stephen Harrison a décrit ce phénomène en détail. Beaucoup de ces ekphrases ont une relation symbolique avec l'action principale et font des déclarations proleptiques sur l'issue attendue de l'histoire. On trouve également quelque chose de ce genre dans la Viennide. Au début du 5e livre, l'empereur Léopold est au centre de l'attention. Religio, la personnification de la religion, de la foi, Religio lui apparaît et lui demande de ramener les Hongrois qui ont perdu la foi. Il s'agit d'une mission très concrète qui se réfère à ce qui est décrit dans l'ekphrase. Mais Religio va un peu plus loin et lui prédit où ses efforts vont globalement le mener. Et c'est le texte numéro 10 dans votre dossier. La piété sert à quelque chose. Tu auras des grandes terres. Bien que ton royaume soit déjà grand, il s'agrandira encore et ne s'arrêtera que sur les rives de la mer d'Égypte. Ici, il délimitera la mer d'Espagne, là, la mer Rouge. La maison d'Autriche se fera célébrer comme le maître du monde et le pilier des étoiles. Elle écrasera les Thraces, les Huns et les Scythes sous un joug éternel. Elle régnera sur le monde entier. Toutes les formes verbales de ces passages sont au futur, car Religio se projette loin dans l'avenir. Les pays gouvernés par les Habsbourg sont déjà grandes, amples. Mais l'Empire s'étendra encore beaucoup plus loin, de l'Espagne, Tartesiacis undis, à l'Arabie, Erythraio gurgite. Parmi les peuples vaincus, les Thraces, les Huns, les Scythes sont ceux avec lesquels la guerre est actuellement en cours. Une fois qu'ils ont vaincu, le domaine de Habsbourg est tout un orbis. On prédit à Léopold la domination du monde entier. Cette prophétie fait clairement écho de la prophétie de Jupiter dans le premier livre de l'Énéide, Imperium sine fine dedi. Ici, dans la Viennisse, elle ne se réfère pas seulement aux événements hongrois décrits dans l'ekphrase, mais elle s'applique encore plus aux événements du récit principal. Actuellement, Habsbourg doit encore subir des attaques des Turcs et des peuples alliés de l'Est. Mais l'empereur finira par remporter la victoire sur tous ses ennemis. Le roi Sobieski, destinataire primaire de ce texte, en apprend un peu plus sur son rôle et sur sa fonction dans les luttes actuelles. Le lecteur de la Viennide reconnaît dans l'ekphrase l'issue de l'œuvre globale et la téléologie inscrite dans cette œuvre. Je viens à la conclusion. J'ai essayé de vous donner un premier aperçu de l'épopée Viennisse qui se révèle être, à bien des égards, un représentant typique du genre épique néo-latin du XVIIIe siècle. Ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est la longue interruption du récit qui se produit dans les livres 5 à 8 et qui est conçue comme une ekphrase, comme une ekphrasis d'un livre, d'un codex. J'ai essayé de vous montrer quelles sont les implications narratives de ce passage du texte qui fournit une grande partie des causes du siège de Vienne. En outre, l'ekphrase offre à l'auteur l'occasion d'inclure, en quelque sorte dans un cadre protégé,
des éléments qu'il ne souhaite pas utiliser dans le récit principal ou seulement de manière très réduite. Le fait que l'ekphrase soit justement surpendu à un livre et non à un tableau ou à un autre produit des arts rend le texte encore plus attrayant. Dans une sorte de mise en abîme, la relation entre le lecteur et le héros se transforme. Le véritable héros Sobieski devient un lecteur qui, tout comme le lecteur de la Viennide, tient entre ses mains un texte qui, en fin de compte, indique que le règne de l'empereur Léopold sera glorieux. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Florian, de ce très bel exposé vivant qui nous permet de toucher du doigt et, somme toute, de bien connaître, après t'avoir entendu pendant 1 heure, un texte que nous aurions mis plusieurs jours à lire d'affilée. Merci de nous en avoir synthétisé toutes les richesses. Ce qui me frappe personnellement à t'entendre parler, c'est le caractère extrêmement virgilien de ce poème. On y retrouve toutes les composantes d'une épopée classique, homérico-virgilienne, disons, conformément à ce que prescrit la culture scolaire. Mais à chaque fois qu'un problème se pose à lui, Damascenus fait un choix virgilien, en fait. Celui de commencer in medias res, celui de traiter, évidemment, le passage obligé qu'est l'ekphrasis, le récit enchâssé, le déroulement d'une histoire prospective qui permet de rompre la diégèse narrative, et enfin ce point d'orgue qui lui était offert sur un plateau par une heureuse convergence, ce point d'orgue qu'est l'imperium sine fine, avec la même ambition de domination universelle qui réunit l'Empire romain et son lointain successeur qu'est l'Empire germanique. De ce point de vue-là, quand on lit Aeterno premetuna iugo dominabitur orbi, c'est le dernier vers de ton exemplier, on a l'impression d'entendre Austriae est imperare orbi universo, n'est-ce pas? Le motto de la maison d'Autriche converge avec l'idéologie impériale classique. Mais alors, ce qui marque chez Damascenus, c'est qu'il précipite toutes ces composantes de l'épopée virgilienne dans un seul et même passage hypertrophié. C'est dans le même passage qu'on trouve le discours programmatique, le récit proleptique, l'ekphrasis, et tout cela prend au fond donc 4 chants, si j'ai bien compris, même plus, 4 chants. Hein. Alors que chez Virgile, le récit enchâssé, en tout cas celui le plus important, hein, celui du banquet de Didon, n'en occupe que 2. Hein, donc il y a une volonté de faire presque plus virgilien que Virgile. Bon, mais c'est mon sentiment personnel sur ce poème, et je vois dans la salle un parterre de spécialistes de poésie latine. Je pense que ton intervention va nécessairement susciter des questions. Et donc, comme nous avons un micro mobile, je vais le faire tourner. Bonsoir. Je n'aurai pas de questions, mais je voudrais vous remercier pour le rythme de votre intervention, qui était... Non, c'est très intéressant, qui était instructive, qui nous faisait vivre ces textes,
Vraiment, voilà, c'était juste un merci, parce que j'ai compris 2-3 petites choses grâce à votre rythme. C'était une épopée, vous la racontiez comme une épopée. Vous avez compris le fond de l'histoire. Merci beaucoup. Je ne suis pas du tout spécialiste d'épopée, j'en suis désolé, mais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est évidemment la question de l'ekphrasis est passionnante, mais également la façon dont tu as montré comment, grâce à c'est à partir du livre 5, voilà, il peut réintroduire les dieux antiques par rapport qui sont absents du texte de l'épopée nouvelle, en fait, et moderne. Voilà. Et c'était très intéressant parce que hier, pas plus tard qu'hier, nous discutions avec Virginie Leroux, qui est désolée d'avoir pu venir, elle est vraiment désolée, et Françoise Graziani, justement à propos du colloque de néo-latin, bien sûr, de ce problème du rapport qu'ont les auteurs de la Renaissance et même du XVIIe et du XVIIIe entre les dieux païens et les dieux chrétiens. Et ça, c'est un exemple absolument remarquable que tu as ici donné. Et puis la deuxième chose aussi que j'ai remarqué, là encore, c'est une façon toute nouvelle de présenter les ekphrases, les descriptions. Il y a une description de tapisserie aussi. Et il y a un écho entre la tapisserie, la peinture finalement, et le codex. Oui. Et c'est ça qui est aussi absolument passionnant, ce parallèle entre deux objets visuels finalement. Une tapisserie, un codex aussi, c'est... même si un contenu de sens, c'est aussi un objet très, très visible. Et tu l'as très, très bien mis en valeur. Ça nous renseigne. Et alors ça, j'étais assez étonné de la date, puisqu'on est au XVIIIe siècle. Et effectivement, on a l'impression que ça pourrait être un texte bien antérieur, finalement. Du point de vue des pratiques. C'est vrai qu'on est en Europe de l'Est. Ouais. Et malgré tout, c'est un texte qui pourrait être écrit au tout début du XVIIe, même au XVIe. C'est ce que je pense. Et tout ça, tu l'as très bien montré, donc merci. Merci beaucoup. En ce qui concerne les dieux, on doit voir, j'ai présenté peut-être trop brièvement la biographie de l'auteur. Notre auteur, Damaskinos, il était prêtre. Et ça veut dire qu'il y a, quand il voulait publier quelque chose, il y avait toujours la censure. Et pour lui, au XVIIIe siècle, pour un poète, il y avait deux chemins pour les dieux. Lui, il présente les dieux païens comme métonymie. Ça veut dire Vénus, Mars, Bacchus, on les trouve sur les deux côtés, avec les Turcs et avec les Polonais. Une autre solution pourrait être, et on trouve, il y a beaucoup des épopées qui travaillent comme ça, on distingue entre les forces positives, et ce sont les forces chrétiennes, Dieu, les anges, et qui travaillent pour le héros et pour le part positif de l'épopée. Et de l'autre côté, il y a des forces païennes, mais qui sont convaincues à la fin. Mais ça, c'est une chose que Damaskinos ne fait pas. Lui, il utilise les dieux païens avec tous les deux, avec les Polonais et avec les Turcs, mais comme j'avais dit, de façon métonymique ici, pour passer la censure, comme je pense. La censure, comme je pense. Oui. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour votre exposé très inspirant. Je ne suis pas du tout spécialiste du texte,
Je me demandais, l'objectif premier du texte est-il de motiver, de consoler, je sais pas, peut-être faire un peu rêver ou juste d'assurer narcissiquement le destinataire, je sais pas. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'on voit votre question, c'est sur le Sitz im Leben, l'objectif principal, le premier objectif du texte. À mon avis, le passage le plus important, c'est le long catalogue des troupes polonais au 9e livre, parce que là-bas, on voit les descriptions de 10, 12 vers pour pour des familles importantes polonaises. Alors, il mentionne, il y avait le comte, blabla, et il y avait le prince, blablabla. Et il décrit tous ces personnages importants à l'époque. Et à mon avis, c'était important pour lui comme recteur d'un collège en Pologne d'être en contact avec toutes ces familles. Alors là, il pouvait célébrer ces familles nobles de la Pologne et les présenter au tableau épique, disons. Alors ça pourrait être le premier objectif pour lui comme auteur en 1717. C'était trop court. Non, le destinataire, c'est un voïvode, disons un prince régional en Pologne. Pas le roi, mais la seconde au second niveau. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas un cas rare dans la poésie célébrative que de voir un texte qui soit épique d'ailleurs ou qui s'ancre dans un autre genre faire l'éloge de quelqu'un tout en étant dédicacé à une autre personne. C'est même en fait le cas le plus fréquent. Je pense à Stas en particulier, qui fait beaucoup ça. Placer son texte sous le patronage d'un personnage de rang moyen permet d'avoir un protecteur relativement proche qui sert aussi d'ambassadeur au texte. Ça permet d'offrir indirectement le texte au souverain, qui est parfois difficile. Ça pourrait sembler presque présomptueux d'offrir une épopée pour un prêtre de collège, de l'offrir directement au souverain. Je crois que j'ai vu une question. Pour rebondir ce que vous venez de dire, d'où un moment on lui pose, si j'ai bien capté, on s'interroge pour savoir si c'est un historiographe plutôt qu'une poésie. À un moment, il y a ce genre de question qui intervient dans le texte. Alors, moi, j'ai mentionné ça pour Lucain et son épopée La Pharsale. Là, on a cette discussion non poetas et historicus fuit, déjà dans l'Antiquité. Mais ici, je pense, non, ce n'est plus là. C'est plus un... D'accord. Merci beaucoup. Donc j'ai juste une question technique après. Est-ce qu'on sait comment ce texte a circulé, qui l'a lu vraiment? Peut-être on le sait, mais je ne le sais pas, malheureusement. Merci. Il y a seulement une édition. Alors, cette édition en Varsovie 1717, une seule. Et non, je ne peux rien dire sur la circulation, malheureusement. La question de la circulation des œuvres néo-latines et spécifiquement de cette période est quelque chose d'extrêmement complexe parce qu'il faut bien dire qu'on commence à arriver au moment où la poésie néo-latine, notamment dans ses formes les plus développées, manque d'auditoire.
en plein XVIIIe siècle, on trouve quand même pas grand monde pour lire encore volontiers une épopée en 12 chants, en dehors de quelques collégiens. C'est vrai que la question se pose. D'ailleurs, il y en a de moins en moins, il faut bien dire. Plus on avance dans le XVIIIe siècle, moins on arrive à trouver beaucoup d'épopées. Bonsoir, merci pour cette conférence passionnante. Je me demandais si on était renseigné sur les conditions dans lesquelles Damaskinos écrit cette épopée. Peut-être pas en combien de temps, mais est-ce qu'il retravaille son manuscrit tout au long de sa vie, ou est-ce que c'est une écriture rapide, si j'ose dire? Vous avez évoqué à un moment que le titre du héros dans la réalité ne lui a été décerné qu'en 1710, si je ne me trompe pas, ce qui me place juste après. Merci beaucoup pour cette question. Alors, il n'y a pas de manuscrit. Nous avons seulement cette première édition. Mais on sait que l'auteur se trouvait dans un espace au monde scolaire des piaristes. Et on sait quelque chose, comment l'éducation, comment l'enseignement du latin et aussi de la poésie latine se faisait à l'époque. Il y a des handbooks, des manuels, pardon. Il y a des manuels où il écrit pour le maître, pour l'enseignant, comment est-ce que je peux faire mes étudiants écrire un drame, une épopée. Et on voit que dans ces écoles des piaristes, il y avait des cours spéciaux pour composer de petites pièces de poésie épique. Et à mon avis, ça, c'est le background qui consiste, où on voit, il a travaillé à l'école. Pour lui, c'était complètement normal d'écrire des textes épiques. Naturellement, seulement des petites pièces, pas toute une épopée de 12 livres, mais comme enseignant de littérature, de poésie latine, c'était normal pour lui de travailler comme ça. Mais malheureusement, il n'y a pas un manuscrit, où il n'y a pas des notes où je pourrais démontrer ce que je viens de dire. Non, pas de regret. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Ah, quand même. Merci. Je me disais que les étudiants ne participaient pas beaucoup jusqu'à présent. Merci Lorraine. J'avais une question sur la forme, sur l'objet de l'ekphrasis, la tapisserie. Est-ce que c'est... donc ça fait penser à Catulle, mais l'objet précis de la tapisserie, est-ce que c'est courant ? Je travaille sur un auteur jésuite qui propose aussi une ekphrasis de tapisserie, donc ça m'intéresse. Merci beaucoup. Oui, je pense que ici c'est vraiment, c'est écrit, Damaskinos a écrit pour une surprise, parce que normalement, il est très normal dans les épopées néolatines de décrire des tapisseries. La tapisserie, c'est populaire, on le voit partout dans les châteaux, et quand on cherche qui pourrait être mon accroche pour une ekphrase, tapisserie, c'est très très normal. Et ici, nous arrivons dans un château. Et on voit la tapisserie, alors tout le monde, le lecteur, maintenant on voit l'ekphrase de la tapisserie. Mais non, ici ça se ferme après, comme j'avais dit, 60 vers, et c'est fini. Et le conte porte un livre. Alors je pense que c'est un jeu ici. Il se termine avec la tapisserie et il reprend toute cette explication avec un livre. Alors à mon avis, c'est pour surprendre, pour une surprise du lecteur. Mais, comme vous savez, c'est très populaire de lier des ekphrases avec la tapisserie. Merci. Pas d'autres questions ?
Il me reste à remercier une dernière fois Florian pour cet exposé magistral qui nous a fait voyager dans le temps, dans l'espace et dans les modèles poétiques surtout. C'était extrêmement instructif de ce point de vue-là aussi. Merci à tous d'être venus partager ce moment de savoir néo-latin. Et je crois que nous pouvons refermer la séance. Merci.